Les élections de mi-mandat s'en viennent dans 13 mois et j'ai des mauvaises nouvelles, là. Il devient de plus en plus clair que les républicains concoctent quelque chose de sinistre. Et c'est pas parce que c'est des républicains, mais c'est cette édition-là du Parti républicain qui est à craindre. Il y a trop de signes qui laissent croire que les prochaines élections de mi-mandat ne seront pas libres, en tout cas pas au sens de ce que conçoivent d'habitude les Américains et ce que nous, comme Canadiens, on concevrait également comme élection libre. Il y a trois phases dans des élections. D'abord, on commence par s'enregistrer comme électeur. Ensuite, on vote dans un bureau de vote, par Internet, aux États-Unis c'est possible, ou par anticipation. Et après ça, on compte les votes. Jusqu'à maintenant, je ne vous apprends pas grand-chose. Comme ici au Canada, tous les États ont une version d'une liste électorale, puis pour voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Les critères varient d'un État à l'autre, certains sont plus stricts que d'autres. Bon. La Chambre des représentants a adopté plus tôt cette année le SAVE Act. Vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais essentiellement, c'est une disposition législative qui demanderait une preuve de citoyenneté américaine avant que quelqu'un puisse s'inscrire sur la liste électorale. Pensez-y, là, on n'a même pas ça ici. Là. Ici, Élections Canada t'appelle, puis il vérifie si tu réponds à la bonne adresse ou au bon numéro de téléphone, puis il n'y en a pas de problème. Là. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'Américains, d'ailleurs, et il faut le noter, qui n'ont pas de passeport ou de certificat de naissance originaux. C'est des documents difficiles à obtenir pour certains. Le passeport, plus facile, vous me direz, mais encore là, il faut produire un certificat de naissance. Et puis, essayez juste d'imaginer au Québec comment c'est difficile d'avoir un original de votre certificat de naissance. Je peux vous garantir que dans beaucoup d'États aux États-Unis, c'est tout aussi, sinon plus difficile à obtenir. Alors, il faut aussi réfléchir en termes de qui est visé par cette mesure. Des citoyens pauvres, plus démunis, qui manquent de moyens, qui ne sont pas nécessairement mobiles, souvent des gens qui comprennent un peu moins bien l'anglais, comme par exemple des immigrants reçus ou des communautés qui ont été ciblées là, par l'administration Trump, il faut le dire. Mais généralement, c'est des communautés qui votent démocrates pour la majorité. Donc, ces mesures-là, ça ne vise pas là, les citoyens blancs américains qui votent plus républicains. Il faut garder ça en tête. Là. Je suis loin d'être convaincu que cette mesure-là va passer au Sénat, soit dit en passant, là, mais il reste que la tentative d'essayer d'établir ça est là, elle est présente. De plus, le président Trump a également signé un décret présidentiel qui exige que les États resserrent leur contrôle sur les listes électorales comme s'il y avait une épidémie de fraude sur la liste électorale. Essayez d'y penser, là, qu'un individu décide de frauder l'élection en s'inscrivant frauduleusement sur une liste électorale. Je veux dire, pour que ça ait un impact sur une élection où il y a 170 millions de votes, avez-vous une idée de la conspiration immense que ça prendrait? Je veux dire, ça n'a juste aucun bon sens. Et là-dessus, les républicains sont complètement déjantés sur leurs histoires de fraude électorale. D'ailleurs, il existe des chiffres qui les démontrent, qui démontrent la sécurité des élections américaines, qui démontrent que oui, il y a eu des tentatives de fraude en 2020, en 2024, et que la très vaste majorité de ces tentatives de fraude-là ont été perpétrées par des gens qui votent républicains. Alors, on est très loin là, des fantaisies loufoques dans la tête du président Trump là-dessus. Bon, pour revenir au décret présidentiel, petit aparté, vous me le permettrez, on veut également bannir le vote par anticipation et le vote par la poste. Mais ça, c'est problématique parce qu'il y a une quantité de gens qui ne veulent pas se taper le trouble de faire la file dans les pôles électoraux le jour du vote. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis, notamment dans l'armée, là, il ne faut pas oublier ça, mais aussi dans les délégations diplomatiques qui sont à l'étranger et qui sont citoyens américains et qui vont vouloir voter. Et ça comprend aussi les employés de ces missions diplomatiques-là. Donc, c'est toute une panoplie d'Américains. Si on enlevait le vote par la poste qui serait touché, qui serait, en fait, de qui on enlèverait le pouvoir d'élire ou d'exercer leur droit le plus fondamental dans une démocratie. Alors, calculez qu'il y a des efforts qui sont faits aussi donc par l'administration pour vraiment endiguer toutes sortes de façons de voter, donc limiter la façon
de pouvoir exercer son droit le plus fondamental. Il y a les États républicains aussi, au niveau local, c'est-à-dire au niveau des gouverneurs et des législatures d'États, qui restreignent le nombre de pôles électoraux. On a vu ça d'ailleurs au Texas, où on a réduit le nombre d'endroits pour voter à Houston, l'une des circonscriptions électorales les plus peuplées des États-Unis. Dallas également. La Géorgie a fait la même chose à Atlanta, l'Arizona l'a fait à Phoenix et la Floride projette de le faire à Miami. Et notez la tendance. Toutes ces restrictions d'accès aux pôles électoraux se font dans des grandes villes, dans des États gérés par des républicains. Pourquoi? Parce que c'est dans ces grandes villes-là où on retrouve la majorité des gens qui, dans ces États républicains-là, votent démocrate. Alors, c'est une autre façon de réduire le nombre ou de rendre plus difficile un vote qui, généralement, va à ses adversaires. Et puis, quel est l'effet de la réduction du nombre de pôles de vote? Essayez d'imaginer ça ici. Si au lieu d'avoir 5 ou 6 pôles de vote dans un quartier X de Québec, on n'en avait qu'un seul, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée des files d'attente, ça crée un problème de rapidité dans l'exercice du vote. Alors, on va se retrouver dans une situation aux États-Unis lors des prochaines élections et en 2028 également, où les votes, ou les électeurs, devrait-on dire, dans des comtés ruraux vont pouvoir voter en 15 minutes, se présenter au pôle, voter, s'en aller, mais on va se retrouver dans les grandes villes avec des files où il va falloir attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour exercer le même droit. Et encore là, ce seront des électeurs qui généralement votent démocrates. Et rappelez-vous, en 2021, ben peut-être que vous en souvenez pas, mais en tout cas, je vous le rappelle, moi. En 2021, la Géorgie a rendu illégale la distribution d'eau et de nourriture à l'intérieur de 50 mètres, de 150 pieds d'un pôle de vote. Autrement dit, on va réduire le nombre de pôles de vote, on va allonger les files d'attente et on va criminaliser ceux qui vont apporter de l'eau et de la nourriture à ceux qui attendent pour aller voter. Ça existe encore, là. Cette loi-là existe encore. Et je serais peu surpris de voir qu'il y a d'autres États qui adoptent une mesure à peu près semblable. Bon. En plus, il faut ajouter à tout ça Donald Trump qui a clairement laissé entendre que les boîtes de scrutin seraient strictement gardées, comme s'il y avait un problème avec les boîtes. Bien sûr, on a prétendu ça dans l'élection de 2020, mais en 2020, ce qui est encore plus stressant selon moi, ça a été la tentative de mobiliser l'armée pour aller recueillir des boîtes de scrutin. Ça ne devrait jamais quitter les mains des experts en élection. Puis si c'était juste ça, on n'a pas le choix aussi de parler des tentatives d'intimidation des électeurs et qui sont à prévoir, et je vous garantis que ça va arriver. On va voir la police de l'immigration patrouiller les lignes des bureaux de scrutin dans les grandes villes pour essayer d'intimider tout ce qui va avoir l'air d'un électeur brun. Je vous le garantis, ça va arriver, c'est de l'intimidation pure et simple. Et la troisième étape, le décompte des votes. Ce décompte-là va se faire sous l'autorité de qui? Les républicains sont à remplacer à peu près tout le monde qui était élu par des comités ou élu par les villes, dans les grandes villes certainement, mais partout où il y a des gouverneurs républicains, par des personnes qui sont des responsables loyaux à Donald Trump. Et ça, si vous vous retrouvez avec des responsables d'élection qui sont loyaux au président, que croyez-vous qu'il va arriver? Mais moi, je vous le dis tout de suite, faites-vous pas d'illusions, là. Il y aura des irrégularités immenses dans le vote en 2026 et en 2028. Enfin, du moins, selon Donald Trump. Là. Tous les résultats qui seront négatifs à l'égard de Trump vont être déclarés invalides et je vous garantis que l'administration Trump va déployer toutes les stratégies possibles et inimaginables afin de déclarer que les résultats négatifs seront frauduleux. Enfin, et plus inquiétant encore, rappelez-vous la semaine dernière le meeting avec les généraux des forces armées américaines. Trump, alignant évidemment mensonges et fausseté une en arrière de l'autre, là, a déclaré ceci. They're very unsafe places, and we're going to straighten them out one by one.
And this is going to be a major part for some of the people in this room. That's a war, too. It's a war from within. I told Pete we should use some of these dangerous cities as training grounds for our military. Le commandant en chef de l'armée la plus puissante de la planète a dit à ses généraux que c'est leur devoir de prendre en considération qu'il y a une guerre de l'intérieur aux États-Unis et qu'ils ont le devoir d'y faire face. Le président qui dit à ses généraux de faire la guerre à ses citoyens. Je peux vous garantir que les prochaines élections seront chaotiques et peut-être violentes si Donald Trump poursuit dans cette lancée.